Imam Alidou Ilboudo est notre invité du jour. Il est le responsable du Centre culturel islamique du Burkina. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la paix et la cohésion sociale, socle d'une nation prospère. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à vous. Merci. Alors, Imam, contexte oblige, la fête de la Tabaski est une des fêtes importantes pour la communauté musulmane. Est-ce que vous pouvez revenir sur le sens de cette fête-là? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci de nous en donner l'occasion parce que nous sommes à la veille de Tabaski. Et comme vous le dites, nous disons Eid el-Kébir, la grande fête, par rapport à Ramadan, qui est la petite fête, où on dit Eid el-Adha, la fête du sacrifice. La fête du sacrifice parce que Tabaski rappelle pour nous le sacrifice d'Ibrahim, Abraham en français, le patriarche, le père des prophètes et des croyants, à qui Dieu avait demandé de sacrifier pour lui son fils, pour le mettre à l'épreuve. Après diverses épreuves qu'il a remportées, je dirais, avec succès. Donc l'épreuve capitale, majeure, c'était de voir s'il était capable de donner à Dieu le fruit de son cœur, ce qu'il aimait le plus, parce que c'était son fils unique et qu'il avait eu sur le tard aussi de la vie. Et effectivement, il a accepté et Dieu a racheté la vie de l'enfant en offrant un bélier à la place. Et c'est cette tradition que nous perpétuons dans la Tabaski. C'est vrai, le sacrifice, il est physique, mais au-delà, il y a le symbole, effectivement, du dépassement de soi, du vrai amour de Dieu qu'on met à la place de tout ce qu'on peut aimer de façon matérielle ou autre. Alors, on sait qu'à l'occasion de cette fête, le sacrifice du mouton est très important et plusieurs fidèles n'hésitent pas à s'en procurer afin de pouvoir l'offrir en sacrifice. Mais qu'en est-il de ceux qui, par manque de moyens, n'arrivent pas à se procurer un mouton? Alhamdoulilah, c'est vrai que c'est le sacrifice qui est l'acte principal de la Tabaski. Nous avons un dire du prophète qui va nous dire que rien ne plaît à Dieu ce jour-là, plus que le sacrifice. Mais son statut en matière d'acte de foi et d'acte de culte, c'est la recommandation. Donc le sacrifice du mouton n'est pas une obligation stricte, au même titre que la prière, que le jeûne, que la zakat, que le pèlerinage. Donc c'est une obligation de second niveau. Et nous appelons cela une sunna, une recommandation. Elle peut être très forte, c'est vrai, mais elle reste que c'est une recommandation. Du moins que c'est une recommandation, quand je n'ai pas les moyens, alors je ne suis pas obligé de me mettre dans des situations difficiles, genre aller prêter de l'argent, ou bien acheter à crédit, etc., ou bien demander qu'on me le donne, etc. Cela n'est pas du genre, c'est pas recommandé de le faire parce que l'acte en lui-même n'est pas obligatoire de façon stricte. Et enfin, lors du dernier pèlerinage que le prophète a fait, de façon symbolique, il a sacrifié 2 béliers. Le premier, il dit, ceci est pour Mohammed et pour la famille de Mohammed. Et le second, il dit, ceci, c'est pour tout musulman d'aujourd'hui et des temps à venir qui n'aura pas un bélier à sacrifier le jour de la fête. Donc, de façon liturgique, effectivement, ça ne pose pas un problème. Pour terminer, quand on regarde la une des journaux ce matin, on voyait clairement dit que certains moutons ne sont pas halal. Qu'en est-il des dons? Le don, c'est un bien légalement acquis. Quand quelqu'un me donne quelque chose, effectivement, c'est pour moi.
je peux en faire l'usage que je veux. Je peux revendre un don, je peux conserver pour souvenir, je peux en disposer. Alors, si quelqu'un me donne un mouton, je peux le sacrifier. C'est la même chose que quelqu'un qui dit « je vous inscris pour le voyage, je prends en charge votre voyage, le ticket de l'avion pour aller à la Mecque ». C'est licite du moment que c'est un don et que c'est fait, bon, peut-être avec amour, amitié, etc. Il n'y a aucun problème pour ce qui est du don. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'imam, quand on regarde, pour vous, comment se porte la tolérance religieuse et le vivre ensemble au Burkina, en termes de cohésion sociale et tout? C'est vrai, nous vivons dans un temps de déni. Quand je dis déni, personne ne veut accepter qu'il y a un problème. Alors quand on demande comment les gens vivent au Burkina, on dit bon, c'est bien, il n'y a pas de problème, tout le monde se comprend. Mais ce n'est pas aussi vrai que cela. Quand nous regardons l'actualité des réseaux sociaux, on voit des discours haineux, on voit des insultes. Et moi qui suis rapporteur, par exemple, à l'ONAFA, l'Observatoire national des faits religieux, nous recevons, j'allais dire, chaque semaine des notifications de bisbilles entre croyants de religions opposées, si ce n'est pas des gens qui empêchent d'autres personnes d'ériger un lieu du culte quelque part, c'est un lieu du culte qui a été saccagé, etc. C'est quotidien. Alors, on peut dire que sur ce plan-là, on ne se porte pas assez bien. Voilà, donc ça c'est un constat, c'est factuel. Voilà, peut-être que le climat de crise sécuritaire et humanitaire que nous vivons y est pour quelque chose, mais c'est factuel qu'il y a beaucoup d'intolérance dans notre pays actuel. Est-ce que ce sont ces raisons qui ont motivé le Centre culturel islamique du Burkina à sillonner plusieurs régions afin de parler de paix et de cohésion sociale? Effectivement, ça fait partie des régions, des raisons pour cela, parce que depuis l'année passée, en 2024, nous avons entrepris une série d'activités entrant dans le cadre de ce que nous appelons la promotion des voies VOIES comme chemin, mais aussi des voies VOIX comme aussi parole. Voilà, quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour promouvoir la paix entre les citoyens et quelles sont les personnes aussi porteurs de voix positives, je dis comme ça, que nous pouvons amplifier pour la cohésion sociale. Pourquoi? Parce que quand nous regardons Facebook, WhatsApp et TikTok, nous voyons beaucoup de voix et ce sont les mêmes voix. Donc je vais dire une partie très infime de la population, insignifiant, voilà, qu'on va dire même négligeable. Voilà, 2-3 personnes, voilà, qui sont sur les réseaux et qui les animent de façon très violente, voilà. Et pourtant, le reste de la population, la majorité, voilà, des Burkinabés, autant les religieux que les coutumiers sont des porteurs de voix positives, pacifiques, mais qui ne sont pas assez amplifiés. Donc notre ambition en parcourant les régions, c'était de rencontrer ces leaders porteurs de voix positives, de recueillir leurs voix sur des supports audio et vidéo et même papier et de trouver les moyens pour les amplifier aussi dans les réseaux sociaux pour contrebalancer, voilà, la dose de haine que nous avalons chaque jour. Donc ça fait partie des raisons. Et aussi, de façon aussi, j'allais dire en présentiel, vivre ce que les populations vivent, les entendre au quotidien, discuter avec eux et pour évaluer aussi le niveau d'acceptation, de vivre ensemble, de cohésion que les Burkinabés partagent. Donc voilà un peu ce qui nous a motivés à parcourir les régions
pour la caravane. Quand on regarde aussi, on sait que le Burkina n'a pas toujours connu ces discours de haine, ces différentes contradictions, mais à quel moment de notre histoire, quand vous regardez, à partir de quand est-ce que vous avez fait la remarque de ce changement de comportement, de l'intolérance d'un certain nombre de Burkinabés à travers l'illustration de ces discours de haine sur les réseaux sociaux notamment? Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, voilà, qui peuvent essayer de nous donner le moment où tout a basculé, je vais dire. Bon, d'une part, il y a l'insurrection de 2014, qui est une rupture violente dans la conduite des affaires et aussi qui peut aussi laisser rejaillir peut-être des velléités qui étaient tamisées, voilà, qui n'arrivaient pas à s'exprimer. Donc c'est un des facteurs. Il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux qui est nouveau. Donc ce que peut-être on disait entre quatre murs ou bien dans son grain de thé entre amis et que ça ne posait pas problème. Aujourd'hui, on le met sur la toile, voilà. Et il y a d'autres personnes aussi qui rentrent en interaction, donc ça crée des problèmes. Et enfin, il y a la crise aussi sécuritaire que nous vivons, qui, bon, bien que elle ne soit pas religieuse ni ethnique, elle exploite, voilà, des alibis, elle se bat sur des alibis autant religieux que ethniques, et tout cela empoisonne le climat de vivre ensemble. Et aussi la crise humanitaire. Vous savez, parfois quand les gens souffrent de façon matérielle, bon, ils se refusent dans quelque chose ou bon, peut-être ils trouvent une satisfaction morale pour expliquer peut-être leur manque, etc. Et tout cela, ça peut expliquer la situation. Mais quand exactement, bon, vraiment, je pense qu'on n'a pas vu venir, voilà, donc ça fait que bon, petit à petit, ça s'est compliqué et on est aujourd'hui dans cette situation où vraiment, ça devient un problème. Alors, beaucoup ne comprennent peut-être pas juste ici la nécessité de parler de ce problème-là, mais vous, du haut de votre expérience, dites-nous en quoi ces discours peuvent jouer sur sur l'existence des différentes communautés, sur la cohésion entre les uns et les autres, sur le vivre ensemble de façon générale des Burkinabés. Oui, c'est vrai. Comme on le dit, beaucoup ne voient pas la nécessité ou bien trouvent que c'est négligeable. Voilà. Peut-être que nous tous, nous étions dans ça. Mais même la crise que nous vivons actuellement, sécuritaire, quand ça se passait au Niger, au Mali, on pensait aussi que c'était loin. Voilà. C'est vrai. Et on disait que bon, nous avons assez de ressorts, autant sur le plan familial, religieux, coutumier, traditionnel, etc., pour ne pas tomber dans une telle situation. Mais voilà que ça nous est arrivé. Donc, si nous pensons qu'il y a des pays aussi à qui cela est arrivé, je pense que c'est normal qu'on s'inquiète. Voilà. Donc, les discours qui sont clivants dans la société ne favorisent pas le vivre ensemble, ne favorisent pas le développement, ni la cohésion sociale. Et je pense qu'il faut s'y penser sérieusement. Alors, vous n'êtes pas seul à le penser. Le gouvernement n'est pas resté silencieux. Les autorités ont justement condamné, se sont inquiétés de la montée en puissance de ces discours haineux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que le gouvernement a pris la mesure de la question. Pas maintenant, depuis l'année passée, il y a eu des communiqués et des dispositions. D'abord sur les discours haineux de façon générale, avec même l'implication de la brigade de lutte contre la criminalité, etc. Et cette année, la question typiquement de la religion s'est invitée avec le dernier communiqué du ministère. Je pense que c'est de bon ton et peut-être qu'on peut toujours améliorer
en impliquant fortement les communautés religieuses. Quand vous lisez le communiqué, bon, il y a la communauté des musulmans, la communauté des coutumiers, mais aussi il y a la communauté chrétienne qui n'a pas été citée dans le communiqué de façon explicite, mais les autres citoyens aussi, des libres penseurs. Je pense que c'est un problème qui intéresse tout le monde et on pouvait élargir la concertation pour que peut-être le message passe bien. Pour vous, il y a eu des insuffisances? Oui, on peut toujours améliorer. On sait aussi qu'une structure avait été mise en place pour surveiller et contrôler un certain nombre de discours religieux, de prêches. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi malgré tout ça persiste selon vous? Je pense qu'il y a plusieurs structures là-dessus. Quand vous prenez le Conseil supérieur de la communication, bon, le CSI, il régule aussi les discours. L'ONAFA dont j'ai cité, et au niveau maintenant de la communauté des musulmans, il y a le CEDI qui devait regarder les discours. Bon, je pense que les Arabes disent que quand on veut noyer un problème, on crée une commission. Voilà, il y a un problème et on dit, bon, il y a une commission qui s'en occupe. Et puis maintenant, on passe à autre chose. Parfois, c'est cela. Et on ne demande plus les comptes à la commission. On dit, de toute façon, il y a un tel et un tel qui sont sur le dossier. Et parfois, eux aussi, ils ne font pas leur travail. Donc, je pense que c'est ça qui a manqué. Il a manqué un suivi. Voilà, le CSE, je ne sais pas, mais je suis à l'ONAFA. Bon, et quand je regarde les moyens qu'on met à la disposition de la structure pour fonctionner, c'est très insuffisant par rapport aux résultats ou aux attentes de la population. Je pense qu'au niveau de la communauté musulmane aussi, peut-être que les moyens internes, voilà, c'est une structure autonome, souveraine, ça n'a pas suivi. Voilà, donc bon, voilà des éléments. Peut-être que ça n'a pas bien fonctionné, mais avec ce qu'on a vécu tout dernièrement, les uns et les autres vont devoir se remettre au travail. Voilà. De toute façon, ils ont intérêt parce que personne n'a intérêt à ce que il y ait encore du grabuge. On en a déjà souffert. C'est pourtant très important quand on regarde ce que les discours haineux peuvent entraîner, jusqu'où ils peuvent mener un pays. On ne pourra pas parler du CSC ou d'autres structures, mais on va parler de l'ONAFA, peut-être que vous connaissez bien. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre à ce niveau? Vous avez parlé de moyens, pourtant on sait que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Il faut pouvoir être au diapason de ce qui se dit, écouter, pouvoir interpeller et comprendre. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui manque au niveau de l'ONAFAR que vous connaissez? Bon, quand je parle de l'ONAFAR, bon, il y a d'abord peut-être la composition de la structure. C'est né dans un contexte, c'est le contexte des réformes pour le CCRP, les concertations pour les réformes politiques, etc. Peut-être que d'abord ça mérite d'être... le statut mérite d'être relu pour nous conformer au contexte actuel. Ça, c'est un premier élément. Donc, il y a des insuffisances institutionnelles par rapport même à l'organisation, au fonctionnement. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a l'adhésion des communautés. Il y a l'impression que les communautés religieuses, les fêteurs religieux qui ont mis en place la structure ne se sont pas appropriés la structure. Donc, c'est comme le travail qui est fait n'est pas leur émanation. Et pourtant, c'est sur leur commande que ces personnes ont été assises. Et enfin, maintenant, les moyens pour fonctionner. Et comme j'ai parlé de façon institutionnelle, au début, on a voulu que la structure soit souveraine, autonome, pour ne pas être sous le diktat de l'État. Bon, mais aussi, il faut avoir les moyens de sa politique. Alors si les communautés religieuses ne font pas fonctionner et que l'État aussi se dit que la structure est souveraine, autonome, bon, ça crée un problème de moyens vraiment financiers. Voilà. Donc il y a tout cela qui fait que il n'y a pas beaucoup de résultats. Et enfin, la question religieuse, on l'a toujours dit,
a toujours été sensible au Burkina Faso. On voit, mais on ne veut pas dire, parce qu'on se dit, si je dis cela, ça va être un problème. Donc nous pouvons avoir des référents en province, en commune, qui assistent à un problème, qui essaient peut-être par leurs moyens internes de résoudre le problème et ne pas le référer à l'organe central, parce que on sait peut-être où ça commence, mais on ne sait pas où ça peut finir. Il y a vraiment beaucoup de ces questions-là qu'il va falloir peut-être dépasser pour qu'il y ait un fonctionnement quand même assez optimum. Ce que vous dites est très important. Sous d'autres cieux, ici au Burkina, on a vu, eu égard au contexte politique de certaines époques, où on a vu l'autorité refuser de dire ci ou ça, par peur de ne pas brimer telle ou telle communauté, puisqu'il y a un retour électoral qu'on voulait. Aujourd'hui, où nous n'en sommes plus là, comment est-ce qu'on arrive à changer les choses et avoir ce discours d'intégrité avec toutes les parties prenantes pour le bien de notre société? C'est pas sûr aussi qu'on n'en est pas là. Hein. Il y a des gens peut-être qui parlent et qui pensent que ils parlent parce que aussi ils ont le droit de parler. Voilà, peut-être que on n'a pas de politique partisane actuellement, mais quelqu'un peut se dire que je suis dans mon lieu de culte et je peux dire tel discours et ajouter ici que je soutiens le président, peut-être ça va me couvrir. Donc on n'est pas sorti de cela, quoi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a une question qui intéresse la nation, que tous les fils de la nation s'asseyent et qu'on regarde à froid la question et qu'on la traite. Aussi, au niveau des communautés religieuses, il faut aussi une bonne éducation à la compréhension même de sa religion. Nous sommes dans un pays laïque où chacun a le droit d'exprimer sa religion, mais seulement dans le respect de l'autre. On ne demande que cela. Voilà, le respect de l'autre, le respect de la santé publique et de la sécurité, la morale et les mœurs. Je pense que ce sont les seules limitations que les textes ont données. Et je pense que chacun de nous peut travailler dans ça. Il y a autre chose que je suis en train de dire chaque fois. La religion a un objectif. C'est vrai qu'il y a le culte, notre lien avec le sacré, avec Dieu. Mais pourquoi ? Pour être utile à l'humanité. Donc il y a une question sociale. Si par exemple en tant que religieux, nous nous concentrons pour offrir l'éducation aux populations, nous nous concentrons pour offrir la santé aux populations, pour amener le développement, l'occupation des jeunes, je pense que personne ne va se plaindre. Donc, mais quand toute ma religion, ça devient, pour l'autre c'est vrai, l'autre va en enfer, moi je vais au paradis, l'autre est ceci, l'autre est cela. Bon, ça n'avance personne, puisque de toute façon, nul n'est juge, voilà, dans la conception de nos religions. Voilà. C'est extrêmement important. Il est vrai que le sujet est sensible, mais on se doit d'en parler pour le bien de notre pays afin de corriger un certain nombre d'aspects. Vous l'avez dit, le Burkina est un pays laïque et il y a une coexistence religieuse. Il y a eu ces décisions des autorités où le 15 mai est consacré à la journée des coutumes et des traditions. On a vu un certain nombre de discours qui ne tendaient pas à faciliter les choses après. Et récemment, vous avez évoqué l'idée selon laquelle religion et culture ne sont pas opposées. Est-ce que vous pouvez vous préciser, est-ce que vous pouvez insister pour nos téléspectateurs et auditeurs pour qu'on comprenne? Ok, d'abord à propos du 15 mai, je pense que peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication là-dessus, ou bien comme nous travaillons dans un organe qui regarde la religion, on a beaucoup plus d'informations. Dans l'esprit par exemple des religieux, c'est comme l'État qui décide tout de goût d'offrir une journée aux coutumiers et que ce n'est pas le rôle de l'État. Bon, on a entendu de ces discours-là. Et pourtant, c'est un plaidoyer mené par les coutumiers, voilà, et les traditionnels pour demander à l'origine même 2 journées. Une journée avant la saison des pluies, comme ça se fait dans nos villages, et une journée à la fin des saisons des pluies pour remercier encore leurs man comme ils le font de façon traditionnelle. Et vu que nous avons déjà beaucoup de journées commémoratives
etc., il a été difficile de leur donner peut-être 2 journées et cette journée a été consacrée. Peut-être ça peut ne pas avoir suivi toute la démarche démocratique nécessaire, mais c'est un plaidoyer de coutumiers. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et deuxièmement, l'État l'a voulu, comme on l'a dit, journée des coutumes et des traditions, et que tout le Burkina se retrouve dans la question coutume et tradition, mais pas forcément dans le culte ancestral, voilà, qui relève de ceux-là qui sont fidèles de cette religion. Donc il y a des aspects liés à la culture, effectivement, où tout le monde peut se retrouver. Donc ça, c'est à propos du 15 mai. Maintenant, ce que j'ai dit, quand nous écoutons les leaders religieux, aussi bien musulmans, chrétiens, traditionnels, coutumiers et autres, là où nous sommes différents, c'est dans nos dogmes. Comment nous concevons Dieu, comment nous concevons l'humanité, ça peut être différent. Nous pouvons avoir la tradition judéo-chrétienne islamique qui parle de Adam et Ève, etc. Ou bien la tradition Mwara qui va nous parler de Raoult et Poko, et puis de Mwende au Tébé, etc. Ou bien d'autres traditions qui expliquent le monde. Ça, c'est le dogme. Et comment on l'adore, voilà, le culte. Mais au niveau de la morale, qu'est-ce que la coutume cherche à faire dans la société? Qu'est-ce que la religion cherche à faire dans la société? On se rejoint. Chacun veut un homme digne, intègre, travailleur, moral, qui est utile à lui-même et à la société. C'est ce que l'islam veut, ce que le christianisme veut, ce que la coutume veut. Donc, même si dans le dogme, on ne se retrouve pas, ce que je vais dire, dans la morale de la société, on se retrouve le bien de l'homme. Alors, le dogme et le culte là, pour moi, c'est un chemin pour arriver à quelque part. La finalité, c'est construire l'homme. Comme au moins on se comprend, cessons de nous disputer sur le dogme et puis mettons-nous l'accent, voilà, sur le bien-être de l'homme. On va se comprendre. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la religion n'est pas forcément opposée à la culture. Je prends un pays très loin de chez nous, la Turquie. Quand vous regardez la Turquie, c'est un très grand pays musulman. Mais quand vous regardez, ils ont une culture nationale très forte qui les importe même dans d'autres pays. Quand vous voyez un Turc habillé, voilà, il n'a pas l'aspect d'un Arabe ou d'un Iranien, il a l'aspect d'un Turc. C'est comme ça. Donc il faudra aussi que nous pensions qu'il y a une culture nationale que nous pouvons développer qui ne s'oppose pas à nos dogmes religieux. Un musulman burkinabé doit être un musulman burkinabé. Il n'est pas à confondre avec un musulman arabe d'un tel pays, non. Donc il reste musulman burkinabé. Voilà, un chrétien de même. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire en disant que la culture ne s'oppose pas au dogme religieux forcément. Mais quand on regarde, à qui incombe la responsabilité de donner ce bon exemple, cette bonne explication que vous apportez? Est-ce à l'autorité? Est-ce aux leaders religieux, qu'ils soient musulmans, chrétiens, coutumiers ou traditionnels? C'est concomitamment aux deux, parce que l'État doit promouvoir l'attachement du citoyen à l'État, à la nation. C'est un travail d'éducation civique et citoyen qui doit se faire chaque jour. Voilà, dans nos familles, dans nos écoles, dans tous les espaces où l'État doit travailler à ce que le citoyen reste attaché à la nation. Et je pense que c'est un travail, peut-être qui se recommence à faire avec ce que nous vivons. Mais aussi aux leaders religieux, pouvoir faire ce distinguo-là. Voilà, pour que effectivement nous ne soyons pas dans un mimétisme où nous cherchons à imiter d'autres nations dans leur culture, alors que c'est pas ce qui est demandé, c'est la croyance, c'est l'adoration. Vous savez que quand on reste dans l'imitation et qu'on ne se retrouve pas dans la culture,
on n'est pas loin aussi de l'impérialisme. Ah, bon. Ah oui, on n'est pas loin. Parce qu'on accuse l'impérialisme qu'il est venu nous dévaloriser de nos valeurs et puis imposer les siennes pour nous vendre des choses. Alors si la religion aussi devient comme ça, je laisse tout ce qui est culturel dans chez moi et j'adhère à une autre culture, je serai obligé aussi de consommer. Voilà. Dans ma communauté, j'ai l'habitude de dire, nous, nos parents, quand ils ont adopté l'islam en Tabaski, ils tuaient les moutons, les vaches, etc. On tannait la peau et on utilisait pour faire des pots de prière. C'est local, ça reste ici. Mais regardez aujourd'hui, dans nos mosquées, bon, ce sont des tapis importés communs. Mais c'est une évasion de ressources financières. Pour vous, ça c'est aussi de l'impérialisme. Ah oui, c'est une évasion de l'autre là. Et pourtant, nous sommes le pays qui produit du coton. Et on peut faire aussi des tapis de prière à base de notre coton. Voilà, si on y pensait. Mais on se dit que bon, le tapis qui vient, voilà, nos parents qui sont au Hajj, peut-être qu'ils vont nous ramener des tapis. On pense que ce qui vient là-bas, c'est meilleur. Peut-être que c'est béni. Alors que quand vous regardez, vous allez voir que c'est made in Taiwan, made in China. Donc, ça veut dire quoi? Voilà, c'est une compréhension. Donc, tout cela, c'est culturel. Donc, nous devons vraiment travailler à ce que le dogme là n'ait pas de prise, voilà, sur notre culture. Voilà, c'est pas opposé. Imam Il Boudo, quand on regarde aussi, vous avez pris l'exemple de la Turquie, mais il y a aussi de mauvais exemples dans d'autres pays quand on sait la mauvaise utilisation qui a été faite de ce qu'on a eu comme communion entre les différentes communautés religieuses, entre les différentes ethnies. Quand on regarde ce qui s'est passé dans des pays comme le Rwanda à une certaine époque et tout, on a aujourd'hui peur de ce que le discours est en train de devenir au Burkina. Comment est-ce qu'on pourrait éviter que l'on en arrive à des situations pareilles? Parce que quand on y pense, on ne peut qu'avoir un pincement au cœur, parce qu'au Burkina, on a toujours vu au niveau des fêtes de la Tabaski ou du Ramadan, en tant que journaliste, on a couvert beaucoup de reportages sur ça. On a vu pendant que les musulmans prient, il y a la communauté chrétienne, il y a la fameuse, il y a le cardinal qui est là à côté, il y a tout ce qu'on a comme traditionnel avec le Mogo Naba qui est présent. Mais quand on regarde le discours haineux aujourd'hui, on a vraiment peur. Comment éviter d'aller vers la catastrophe? Je pense que nous devons nous retrouver. Nous devons nous retrouver parce que, quoi qu'on dise, musulmans, chrétiens, traditionnels, nous venons des mêmes familles. Et c'est très important. Et je pense que c'est là où l'importance d'une journée comme celle des coutumes et des traditions devait avoir son importance. C'est parce que peut-être que je ne sais pas si c'est l'article 2 ou 3 du décret là, voilà, en disant que cette journée est consacrée au culte ancestral. Bon, peut-être que ça a perdu beaucoup de gens, voilà, qui se disent non, bon, c'est le sacrifice, voilà, etc. Sinon, ça pouvait être une journée du Burkina, la journée du Burkina, où on encourage les gens à aller au village, à manger des mets traditionnels, à porter des habits traditionnels, à se retrouver dans les proverbes, les contes, les légendes de la nation, sur nos médias, dans nos familles, dans des regroupements. Et c'est ça. C'est parce que nous sommes déculturés, voilà, que tout cela arrive. La religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, est entrée au Burkina quand même il y a très longtemps. Mais on n'avait pas ces problèmes. Tout à fait. On ne va pas dire que les anciens là ne connaissaient pas la religion. On peut dire même qu'ils étaient plus pieux que nous, parce qu'ils avaient plus de conscience, de dignité. Aujourd'hui, nous sommes laissés à la matérialité de la vie. Voilà. Malgré cela, et ils avaient pu concilier les autres. Donc je pense que nous devons nous retrouver, et puis et la famille est un ressort traditionnel et très important. Voilà. Malheureusement, peut-être que la vie urbaine fait aussi que bon, les familles sont dispersées. Et comme j'ai parlé aussi, j'ai dit l'éducation citoyenne, l'État doit axer beaucoup cela. Nous avons vécu la première révolution, 83-87,
où effectivement on se sentait burkinabé, on était fiers, bon, au-delà de toute ethnie, toute religion, etc. Je pense qu'il faut quelque chose peut-être de fort pour nous ramener cela. Et cette crise est en train de nous enseigner que nous devons être unis pour que quelque chose ne vienne pas nous diviser. Voilà. Imam, nous sommes pratiquement au thème de nos échanges. Un dernier mot. Mon dernier mot, c'est vraiment que nous devons vivre ensemble. Nous n'avons pas d'autre patrie et c'est à nous aussi que, j'allais dire, ce temps-là est offert. Voilà. Pour moi, j'ai chaque fois dit que nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble. Nous avons la chance de vivre ensemble, de nous accepter, de nous parler. Donc, il faut que nous saisissions cela comme une opportunité pour imaginer les ressorts qui vont plus nous souder et construire l'avenir que nous devons laisser à nos enfants. Grandement merci à vous, Imam Alidou Il Boudo. Je rappelle que vous êtes le responsable du Centre culturel islamique du Burkina. Malgré vos occupations, vous avez accepté cette invitation. Merci à vous. Merci à vous. Également, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Le vivre ensemble, la cohésion sociale est très importante pour notre pays. Gageons d'y travailler pour qu'on y parvienne. Merci pour votre fidélité constante à ce programme. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.